Bienvenue sur Work in Progress, le podcast sur le futur du travail. Il s'adresse aux personnes qui choisissent d'être les architectes et non les victimes de leur futur, qui veulent faire partie de cette nouvelle génération de leaders. Moi, c'est Mathieu, et chaque semaine, je rencontre des guides qui participent à construire un futur du travail souhaitable. Ils ringardisent les modèles dominants qui détruisent l'humain en partageant des manières de mieux travailler. On touche à beaucoup de sujets, relations, management, alimentation, organisation. Mais le deal pour chaque épisode, c'est une leçon du futur et une clé d'action concrète à appliquer maintenant. Allez, bonne écoute. J'ai remarqué que beaucoup d'entre nous sont prisonniers de schémas bloquants au travail. Ça peut être le mode survie, mais aussi l'obsession de toujours plus haut, l'injonction du succès. Et dans les deux cas, ça va amener de la frustration. J'ai donc invité Alexis parce qu'à seulement 31 ans, il a eu une belle trajectoire chez Amazon pour commencer sa carrière. Puis il est ensuite devenu consultant indépendant à 28 ans et aujourd'hui il est coach en leadership et développement personnel. J'ai voulu comprendre comment il avait réussi à switcher si rapidement et il a accepté de partager son chemin de manière humble, sincère et même touchante. Vous allez voir, il livre plusieurs clés importantes pour se reprogrammer. Il parle de l'utilisation d'effets de levier pour passer d'une décision à l'action, de changement de posture, de changement d'influence, de mindset. Je vous laisse avec notre conversation. Salut Alexis. Salut Mathieu. Bienvenue, ravi d'être avec toi ce matin, cette matinée d'août. Je vais, avant qu'on commence, avant qu'on échange, je vais te laisser te présenter. Ouais, merci de l'invitation. Je m'appelle Alexis Gouraud, j'ai 31 ans. Meilleure façon de me présenter, c'est peut-être de dire rapidement mon parcours et quels éléments pourraient intéresser certains d'entre vous. Donc moi, mon background, c'est école de commerce française. J'ai travaillé ensuite chez Amazon à Londres. Et après ça, j'ai quitté Amazon pour travailler à mon compte en tant que consultant indépendant, manager de transition. Je travaillais pour des petites boîtes pour les aider à structurer un petit peu leur process. Et en parallèle de ça, très impliqué dans mon propre développement personnel pour faire face notamment à mes challenges au début surtout professionnels, puis personnels. Du coup, j'ai creusé énormément cette partie de moi-même et j'ai essayé de l'apporter de plus en plus dans mes missions. Et aujourd'hui, donc, je suis en train de m'associer avec un coach qui s'appelle Alex et on est en train de monter une structure pour impacter le leadership des entreprises. Donc, ce qui implique beaucoup de développement personnel des employés. Et voilà. Et du coup, depuis 1 an, j'ai un peu fait de ma mission principale mon développement personnel, entre guillemets, avec l'objectif de anéantir toutes mes peurs. Donc, j'ai investi beaucoup de temps pour faire face à ces sujets et anéantir mes peurs une bonne fois pour toutes. Et du coup, j'ai trouvé pas mal de perles que je serais ravi de partager avec vous aujourd'hui. Génial. Merci beaucoup, Alexis. Je vais quand même ajouter pour ceux qui nous écoutent que Alexis est quelqu'un d'assez humble et donc il est passé rapidement sur Amazon, mais en vrai, moi, ce que tu m'as partagé déjà, c'est que tu étais à un moment dans le game chez Amazon sur un super career path, quoi, sur une super trajectoire et que tu as décidé de la quitter. Tu avais partagé sans filtre le fait que beaucoup d'entre nous peuvent souffrir au travail, et je crois que t'en as eu des souffrances au travail, où tu as traversé des périodes difficiles à cause d'une espèce d'injonction du succès qui est souvent synonyme d'être promu, gagner plus, atteindre son plein potentiel. Enfin voilà, c'est toujours cette même musique qu'on entend, et ça c'est dans les grosses boîtes comme les petites boîtes, hein, d'ailleurs Amazon ou une startup c'est pareil, et ça nous fait souvent poursuivre les mauvais objectifs à court et long terme, surtout à long terme. Et le problème, c'est que ce schéma, il peut pas mal nous suivre, tu vois. C'est pas quitter le job qui va faire changer ce schéma. Donc, il vaut mieux essayer de quitter ce schéma. Et dans ton parcours, là, que tu as récapitulé rapidement, bah, tu nous as parlé d'Amazon, mais tu nous as parlé de bosser à ton compte et maintenant de monter une structure. Et du coup, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton passage chez Amazon, si ça te va. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a amené à évoluer justement et à quitter Amazon? Ouais.
Je peux commencer par décrire un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'étais chez Amazon. Sachant que j'étais chez Amazon à Londres. Amazon, c'est une structure anglo-saxonne, américaine, donc une culture américaine. La culture américaine qui est très portée sur l'accomplissement personnel plus qu'en France où on est très dans le collectif. Donc énormément de bonnes choses là-dedans où c'est ça qui m'a aussi poussé à m'intéresser au développement personnel parce qu'il te pousse à prendre tes responsabilités, personne va te sauver. Aux États-Unis, personne te sauve, t'as pas la protection sociale en France qu'on a, du coup, ça se répercute un peu dans les entreprises où, en gros, l'entreprise n'est pas là pour te cajoler, tu dois prendre tes responsabilités. Donc il y a plein de bonnes choses, mais bon, parfois ça peut être forcément un peu difficile et t'as besoin d'amour et clairement Amazon te donne pas beaucoup d'amour. Mais plein de bonnes choses. Donc je suis pas là du tout pour cracher sur Amazon. Je pense que c'est une super boîte. Il y a du bon et du moins bon comme dans toute boîte. Mais là où ils sont très très bons, c'est qu'ils arrivent à créer un game, donc un jeu qui fait que quand tu rentres chez Amazon, c'est très dur de te planquer et de pas être dedans quoi. Et le game, c'est d'être promu en gros. Et quand tu rentres dedans, t'as un niveau qui est associé à toi. Avec un chiffre. Donc, quand tu arrives en corporate, t'as fait des études, donc t'es pas dans les entrepôts, t'es dans le headquarter, tu arrives au niveau 4, et ce chiffre, tu t'identifies à ce chiffre rapidement, et ton objectif, c'est de passer au niveau 5. Et du coup, ça devient une obsession. Et ça devient, ça devient ton obsession principale et ton but dans la vie, quoi. Passer au niveau 5. Même pas pour il y a même pas pour l'augmentation parce que chez Amazon avec l'augmentation du stock, du prix de l'action, tu gagnes plus d'argent avec tes actions que avec ton salaire fixe. Du coup, c'est vraiment une histoire d'identité, d'ego. Et du coup, j'étais vraiment bien rentré dedans. Et ça m'a permis de me pousser à faire ça. Enfin, à faire le game, sinon ça aurait pas été intéressant. Et à beaucoup me développer, à pas passer une seule semaine sans être à fond, entre guillemets, donc, pour pouvoir être promu. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je continue, hein, tu m'interromps si Ouais, si je ouais, ouais. pars dans une Et histoire tu bossais sur quoi, justement, chez Amazon? Quand je suis rentré en tant que account manager, donc c'est sales en gros, commercial. L'idée c'était de vendre des programmes de logistique à des vendeurs qui vendaient déjà sur Amazon, donc pour la marketplace. J'avais pris ce job parce que c'était potentiellement le pire job que je pouvais prendre. Moi, je suis plutôt, d'un naturel plutôt introverti, donc dans mes stages, je voyais que tout ce qui m'intéressait, c'était être sur Excel et ouvrir mon tableur Excel. Et je me suis dit, ok, si tu pars dans cette direction, tu vas sûrement t'enfermer dans une bulle. Et du coup, quand j'ai vu une opportunité de job de sales en anglais, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment le pire truc qu'il me faut le meilleur truc pour me développer. Et donc j'étais vraiment sorti de ma zone de confort là et je me suis retrouvé à devoir vendre à des vendeurs britanniques. Au début, je comprenais même pas ce qu'ils disaient. Des programmes de logistique. Et donc c'était particulièrement dur pour moi parce que j'étais un des rares à être dans ce mode plutôt introverti, très analytique. Et du coup, pour moi, décrocher le téléphone, c'était juste l'enfer, quoi. Donc à développer des stratégies pour vendre sans parler à personne. Mais bon, petit à petit, on m'a fait comprendre qu'il allait falloir que je m'active, sinon j'allais pas pouvoir rester. Et donc j'ai réussi à rentrer dans le game avec ma propre stratégie, avec mes propres forces, et à passer à ce niveau 5. Donc maintenant je peux parler comment je suis sorti un peu du game. Enfin comment je suis sorti du game, non. L'état d'esprit dans lequel j'étais, j'ai continué du coup j'ai pris un peu mon chemin un peu différent où j'ai développé un programme pour du coup servir les vendeurs
en volume. Donc j'ai développé un programme qui a très bien marché, plus que ce qui était prévu. Du coup, très vite, j'ai eu énormément de visibilité et beaucoup de pression un peu d'en haut, d'en bas, de tous les côtés. Et donc là, je suis rentré un petit peu en mode encore plus survie, où j'étais en charge de ce programme que j'avais créé, qui est devenu une bête un peu plus grosse que ce que je pouvais manager, je pense, à l'époque. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à être ouais, pas mal sur le feu des projecteurs, un peu. Enfin, je me suis senti attaqué. Au final, quand j'y repense, il y avait pas de mal, quoi. Euh, et c'est peut-être là où j'ai eu la période la plus intense, mais je dirais pas que c'était de la souffrance, c'était très stimulant. Mais bon, c'est vrai que je commençais à faire des nuits où je pensais au travail, ça commençait un petit peu à déborder sur ma vie privée, jusqu'au jour où on m'a enlevé des responsabilités, et on a créé de l'espace, et là j'ai commencé à réfléchir autrement et à sortir un petit peu de ça. Et on t'a enlevé des responsabilités. Tu veux dire on t'a pas sorti du programme, on a restructuré le truc? Parce que là, c'était ultra positif jusque-là, à part le fait que ça te prenait de plus en plus la tête, ça te stimulait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était ultra positif, bah pour des raisons, enfin, de compétences et peut-être un peu politique. Ils voulaient mettre quelqu'un qui avait un MBA, un manager pour reprendre le programme. Euh, Parce que c'était devenu très stratégique pour plein d'autres départements, et il fallait qu'il y ait quelqu'un de plus senior qui soit à la tête. Euh, et ça a été une vexation personnelle au début, parce que j'étais là, c'est moi qui ai créé ça, c'est grâce à moi que ça a eu un succès. Mais en fait, c'était une bénédiction, quoi, parce que, parce que ça a créé un espace mental. Je suis sorti la tête du guidon, et j'étais là, mais qu'est-ce que je fous, en fait? J'ai pris des vacances, et c'est là où tu te rends compte que tu étais dans un jeu complètement fabriqué, euh, que je m'étais attaché à un truc qui n'avait aucun sens, enfin qui n'avait aucun sens, dont fondamentalement on s'en foutait, quoi. Euh, et j'étais euh, et j'étais complètement pris au jeu, quoi. Et ça m'a mis un recul, ouais, très salvateur. C'est pour ça que souvent les décisions externes, l'impression qu'ils nous sont imposées, peuvent vraiment nous sauver, quoi. Je pense se faire licencier pour beaucoup de personnes, enfin c'est dur, mais ça aussi, il y a un aspect très bénéfique, quoi. Hmm. Et toi, qu'est-ce que t'en as fait de cet espace alors? Parce que là, enfin, ce que j'entends, c'est gros, enfin, manœuvre politique, on t'exproprie ton bébé, qui en plus est un succès. Bon, après coup, ça crée un espace mental et c'est cool parce que ça te permet de prendre du recul, mais quand même, sur le coup, c'est un peu vexant, c'est un peu vexant pour l'ego. Du coup, j'imagine que tu te retrouves toujours chez Amazon. T'es là, t'es un peu frustré, t'as plus de temps et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez toi? Ouais. Alors juste, je reprends, hein, manœuvre politique, c'est la partie, c'est mon ego qui dit ça, hein. Si ça se trouve, j'étais juste pas assez compétent, mais donc non, je pense qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lire des livres. Euh, et les livres, c'est vraiment donc des livres business. C'est vraiment ce qui t'ouvre l'esprit, quoi, qui te fait regarder un problème avec un autre œil. Euh, Là, en particulier, j'ai lu un livre qui a un peu rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais qui est sur le product management, qui s'appelle Inspired par Marty Kagan, et qui explique comment créer un produit et comment se servir enfin, ouais, comment créer un produit en comprenant l'utilisateur, quel est le process vraiment de comprendre l'utilisateur final et construire le produit à partir de ça. Et du coup, j'ai commencé à shifter ma perspective en, en me disant comment je pourrais moi-même aider, en particulier les prestataires avec qui je travaillais dans mon programme, qui étaient donc des chefs d'entreprise de petites boîtes. Et dans mon programme, j'étais dans une position, bon, clairement de force, où
où je les utilisais, enfin, ils étaient très contents. On travaillait avec eux pour servir nos vendeurs Amazon. Et j'ai commencé à me dire, ok, si c'était mes clients, comment je pourrais les aider, quoi. Et ça a fait un shift, et je me suis dit, mais en fait, si je travaillais pas chez Amazon, je pourrais les aider à négocier contre des gens comme moi, quoi. Parce que un peu mon combat quotidien, c'était de faire baisser leurs prix. Et franchement, c'était très facile parce qu'il suffisait de leur dire baissez vos prix. Et quand tu es Amazon, juste ils baissent leurs prix, quoi. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que en fait, s'ils avaient dit non, bah, j'aurais rien pu faire, quoi. Je serais resté avec eux. Et je me dis, s'ils savaient l'intérieur de la machine, eux, ils voient une machine immense, ils voient Jeff Bezos, tu vois, Amazon, mais à l'intérieur, c'est le bordel, quoi, comme dans toutes les boîtes, quoi. On sait pas ce qu'on fait, on fait tout, enfin surtout chez Amazon où tu prends des décisions hyper rapidement, tu débloques des budgets en 2 secondes, et du coup si tu surfes bien la vague, t'as des opportunités mais géniales, quoi. Genre Amazon, il y a pas du tout, c'est pas comme dans une grosse banque où t'as compliance qui va s'assurer que tu fasses bien les choses. Amazon de moins en moins, quoi, mais au début ils faisaient vraiment ce qu'ils veulent, ils vont à la frontière de ce qui est légal. Et du coup, il y a plein d'opportunités. Et c'est là que le shift s'est fait. Et je peux parler plus en détail. Je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous de comment je suis passé d'une idée de business entre guillemets, comme on a tous, à vraiment le faire. Ce qui s'est passé dans ma tête, et j'ai beaucoup réfléchi à comment j'ai réussi vraiment à passer à l'action, et que ce soit pas resté une idée simple business. Donc si ça te va, je peux te raconter cette journée du 9 juin 2019 Ah où tout ouais, a basculé dans ma tête. la date est précise, donc il a dû se passer un truc important, quoi. Tu nous teases, Alexis. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Donc je rentre de vacances avec un peu cette nouvelle perspective dans ma tête, et j'en parle à mon coloc, mon pote, enfin un de mes meilleurs potes d'Amazon, un très bon ami, James, et on commence comme très souvent à parler business, des idées business, quoi. Je pense qu'on fait tout ça, et si on faisait ça, machin, ça marcherait trop et tout. Et là, j'en parle beaucoup, et on en parle pas mal, et il rebondit. Il est vachement. Faut en parler à quelqu'un qui est ouvert et qui est pas là à chercher qu'est-ce qui va pas marcher. Il accueille, il rebondit, et il renvoie la balle. Et du coup, ça monte. Émotionnellement, ça monte de plus en plus dans ma tête. Et mon niveau d'énergie augmente. J'en parle avec de plus en plus de passion. On en parle comme ça 1 heure, 2 heures. On est posé sur sa terrasse. Et au bout d'un moment, c'est l'heure de faire à dîner. Donc, on est dans cette conversation hyper passionnée où mon niveau d'énergie est super haut, et on doit faire à dîner. Et quand tu fais à dîner, tu casses un petit peu ton programme, et du coup, je sens que, ok, on va perdre l'énergie, en Aïe, aïe, anglais, aïe, ouais. le momentum, tu vois. Et j'ai une voix qui me dit, ok, donc là, tu vas faire à dîner. On aimait bien cuisiner, du coup, ça pouvait prendre 1 heure. Ça va chuter. Derrière, on va avoir le ventre plein. Du coup, niveau d'énergie qui va redescendre. On va se mater Netflix, et ce sera oublié, quoi. Envoler le projet, envoler. Envolé. Et je sais pas, j'ai eu comme une intuition qu'il fallait que je bloque quelque chose avant d'aller dîner, quoi. Et du coup, en me projetant sur le fait que l'idée allait être envolée, je commence en fait, à m'énerver tout seul contre moi-même, contre ce qui allait se passer, quoi. Je dis James, putain, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve parce que franchement, on n'arrête pas de balancer des idées business, quoi. Et on va pas le faire. Et là, ça m'énerve particulièrement parce que franchement, il y a aucun risque. Je suis pas en train de dire je vais mettre tout mon argent. Je suis en train de dire je vais juste faire là, c'était de faire d'être indépendant, de faire du consulting pour ces boîtes. Il y a zéro risque, quoi. Enfin, oui, il y a il faut, je dis non à un chemin chez Amazon ou quoi, mais franchement, ça se tente. Et je dis ça, et je commence vraiment à m'énerver contre moi-même, quoi. Je dis, c'est quand même fou, quoi, qu'on n'arrive pas
à passer à l'action comme ça. Et du coup, je me dis, ok, il faut que je le fasse. Mais encore une fois, si je dis je le fais, je prends une décision, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que derrière, je vais encore dîner, je vais regarder Netflix, je vais dormir et le lendemain, je dis putain, je suis parti dans un délire hier et on passera à autre chose, quoi. Euh, et du coup, je lui dis, je vais t'envoyer 1000 € et si je fais pas, il fallait que je me trouve une toute petite action à faire. J'ai pas dit je vais démissionner d'Amazon, c'était trop gros pour m'engager. Je trouvais un tout petit truc. Je dis, je vais avoir une discussion avec les potentiels clients où euh, je suggère l'idée. Donc c'est tout petit. Hein. Je suis tombé un tout petit domino. Je dis pas du tout, je vais démissionner d'Amazon, je le fais quoi. Je Attends, dis et voilà. tu lui donnes 1000 € et tu dis je vais avoir une discussion avec des potentiels clients, mais tu chiffres le nombre de discussions? Ou Non, enfin, je dis il faut que j'ai une discussion où je suggère cette idée, je parle de cette idée à un client potentiel. Et si j'ai pas cette discussion avant le 30 juin, donc je suis donné de la marge, hein, 30 juin 2019, tu sachant gardes qu'on les était 1000 le euros. 9. Ok. Voilà, on était le 9. Et, euh, et voilà, donc ça, je pense que c'est important pour ceux qui veulent passer à l'action, c'est de se mettre, faire tomber le tout petit domino, tu vois, un tout petit domino qui fera ensuite tomber les autres dominos, quoi. Et avoir un énorme effet de levier, quoi. Et quand j'ai pris mon téléphone pour lui envoyer les 1000 €, donc j'ai sorti mon app pour lui envoyer 1000 €, je commence à taper 1 0 0 0, envoyer James, et il manque plus qu'à appuyer sur envoyer. Et au moment où je vais appuyer sur envoyer, il y a vraiment mon doigt qui tremble, quoi, et du coup, je comprends qu'il est en train de se passer quelque chose, quoi. Je comprends que mon corps le prend au sérieux. Je suis pas en train de bullshiter. Je suis pas en train de me dire, ok, je vais envoyer 1000 €, mais après je vais dire, oh, putain, désolé, tu peux pas me les renvoyer. Je suis trop con, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, non, j'étais vraiment sérieux avec moi-même. Je lui envoyais vraiment en lui disant, tu me les renvoies pas et je te fais confiance pour tenir ça, quoi. Et du coup, Génial. j'appuie. Et au moment où j'appuie, il y a une libération, quoi. La libération de la décision. C'est-à-dire tout ce poids qui s'enlève. Et en gros, c'est comme si c'était fait, quoi. Ok. Euh... Là, t'as pu aller faire la cuisine, quoi. Tranquille. je peux aller faire la cuisine tranquille. C'est acté. Et pareil, c'est des ressentis, hein, c'est pas mental. Et j'ai fait comprendre à mon corps que c'était acté, quoi, et que ça allait se passer de toute façon, quoi. Ah, Euh, ok. et Ah, du coup, c'est. ce qui est Pardon, intéressant pardon, là, vas-y. c'est de se dire que c'est ce moment vraiment qui a formé le reste de la trajectoire que j'ai pris. Euh, C'était vraiment ce moment, et puis c'est juste ce moment de leverage. Et le reste, entre guillemets, ça s'est déroulé tout seul, quoi. C'est hyper intéressant. Là, tu as dit plusieurs choses méga, méga intéressantes. C'est que, effectivement, tu avais ce moment-là avec l'idée et parfois la sagesse populaire dirait ah, quand tu as une idée, laisse-la marronner un peu, enfin, laisse-la mariner un peu, pardon, pendant quelques jours, tu reviens dessus, tu vois si ça te fait toujours envie. Et non, toi, tu prends le contre-pied de ça, c'est-à-dire c'est quand tu es au pic de l'idée, de l'énergie, tu te dis bah non, c'est maintenant que je dois prendre une décision. Et ça, c'est malin parce que sinon, les idées souvent et les projets s'évanouissent. Et tu as profité de ce niveau d'énergie maximum pour passer à l'action. Et la manière dont tu passes à l'action, c'est hyper intéressant. C'est que tu utilises un levier qui est celui de l'argent pour te couper toutes les autres options, quoi. En gros, tu te laisses plus l'option de ne pas y aller. Et 1000 balles, ouais, pour pas mal de monde, je pense que c'est beaucoup. Donc, Ouais, ouais, c'était beaucoup moi, pour moi. mon doigt aurait tremblé aussi, quoi. donc, ça, c'est hyper intéressant. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, j'ai j'ai- j'ai l'impression qu'il y a une symbolique, du coup, dans ce levier. Toi, tu as utilisé l'argent. Est-ce que tu connais d'autres leviers? J'ai l'impression que c'est un levier beaucoup utilisé par les Américains, l'argent. Ouais, Euh, l'argent, c'est vraiment sous-estimer le pouvoir du levier de l'argent. C'est tellement émotionnel, c'est tellement dur. Enfin, perdre de l'argent, c'est tellement dur que c'est vraiment un des leviers les plus puissants, quoi. Euh, et, et donc, c'est symbolique, hein, l'argent, de toute façon.
c'est un symbole, mais c'est tellement fort que c'est le plus utile, c'est le plus facile à faire. Moi, c'est celui qui me vient le plus à l'esprit et auquel peut-être qu'on pense pas assez. Enfin, beaucoup plus, encore une fois, aux États-Unis qu'en France, parce qu'en France, on a beaucoup de choses qui sont gratuites, notamment dans la formation, des choses comme ça. Et, et, et quand on prend une formation gratuite ou qu'on fait rembourser par son CPF, c'est génial, hein, je dis pas. Mais on s'enlève un effet de levier énorme qui est le fait que quand tu payes, bah, tu payes attention à ce que tu as payé, quoi. Mmh. Et, et quand tu trembles, ouais, alors moi j'ai entendu dire ou j'ai lu, ah je me souviens plus de la source, bon tant pis, que quand le corps tremble, ça veut dire qu'il est en train de processer, enfin d'intégrer une transformation, quoi, de processer une information hyper importante. Je crois que quand quelqu'un se libère d'un trauma et que ça y est, il est au stade de la libération, il tremble justement. Et je trouve ça intéressant que tu trembles à ce moment-là, quoi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Enfin, après coup, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, si je vais, ouais, j'ai entendu ça aussi, mais de façon beaucoup plus simple. C'était, c'était un tremblement de peur en fait. Euh, donc c'est un mécanisme de survie, je pense, euh, où j'ai vraiment eu peur en fait. J'ai eu peur de ce que j'étais en train de faire de moi. Euh, c'est comme si tu prenais possession, tu rentrais dans le poste de commande de toi, de ta vie, et que tu allais te faire quelque chose. Et du coup, je me suis confronté à moi-même en me disant, Alexis, qu'est-ce que tu fous? Tu vas vraiment faire ça? Genre, viens, on reste chez Amazon. Enfin, c'est cool, quoi. Pourquoi t'es obligé de... Enfin, c'est quoi ce délire, quoi? Genre, pourquoi tu veux pas, genre, tranquille, quoi? Genre, reste... Et non, il y a une espèce de force intérieure qui est là, vas-y, Alexis, viens, on va se marrer et fais-moi confiance. Et donc, ce combat avec ton ego, en fait, enfin, en anglais, ils disent higher self et lower self. Donc, l'idée que tu as, un esprit qui est là pour te faire grandir et que tu as ton ego qui est là pour maintenir ton identité, donc maintenir les choses telles qu'elles sont. Et donc, dès que tu te confrontes à cette partie, eh ben, il va y avoir un conflit, quoi. Et la manifestation, c'est la peur. Hmm. Et du coup, là, enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que tu as récupéré tes 1000 balles déjà? Et puis ensuite, et puis ensuite est-ce qu'il y a eu d'autres grandes étapes de switch, de reprogrammation, de transformation qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui? En tout cas, à l'étape suivante qui est, je crois que tu t'es réellement mis à ton compte. Donc j'imagine que tu as récupéré tes 1000 euros. Ouais, je les ai récupérés le lendemain. À partir du moment où j'ai fait ça, je suis devenu une autre personne. Je suis devenu, j'étais vraiment en feu, quoi. Donc j'ai fait des trucs que j'aurais jamais fait avant. J'ai donc je suis dans une position pour pouvoir avoir ces discussions avec ces potentiels clients. Euh, je leur en ai parlé. Enfin, j'ai vraiment fait des choses qui n'appartenaient pas à moi, quoi. À faire des stratégies pour pouvoir leur parler sans qu'il y ait mon manager, sans qu'il y ait le senior qui avait repris le programme, en lui disant, je les ai fait venir chez Amazon. J'ai dit à mon manager, viens pas, c'est pas la peine. Je me suis mis du coup dans une position de leader. J'ai repris un peu ma place de leader pour qu'il me revoie en tant que leader. Où là, j'ai vraiment gonflé mes pectoraux. J'étais dans un rôle de cow-boy à leur envoyer enfin, à me positionner, quoi. Et ensuite, j'ai commencé à parler avec eux, puis on a commencé à, ils ont directement pris l'idée, commencé à faire des réunions dans des restaurants au fin fond de Londres. J'ai l'impression d'être dans un film où j'ai l'impression de faire un truc louche, alors que au final, c'était pas du tout. J'ai l'impression de faire un truc borderline, alors au final, c'était, enfin, complètement complètement légal. Euh, mais c'était génial, quoi. Donc c'était mes clients en plus, c'était des Chinois et c'est ça qui était encore plus drôle parce que il y avait un côté un choc culturel énorme où ils parlent un autre langage, ils sont vraiment
ils sont sans scrupules. Et du coup, moi, je devais vraiment mettre des barrières parce qu'ils pouvaient, ils pouvaient dire des choses comme non, non, mais attends, tu restes chez Amazon, on te file un petit billet. Je te oh non, 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 c'est pas ça dont je parle. Du coup, il y a des discussions marrantes. Moi, je remettais les choses très légales parce que je suis quand même assez. J'aime bien je sais pas trouver le mot français, mais être compliant. Ouais. Euh, et du coup, voilà, très vite après, on a trouvé enfin, un accord sur le principe. J'ai quitté Amazon, je me suis lancé à mon compte et j'ai commencé à travailler pour une de ces boîtes et j'ai commencé à travailler pour d'autres boîtes ensuite. Et ça, c'était la première étape, quoi, le premier gros shift. Euh, Ok, bah merci déjà pour le partage. C'est, enfin, c'est riche en enseignements et je pense que beaucoup effectivement parlent de. Ce qui est intéressant en plus, c'est que tu as fait un shift, en tout cas dans ce que tu partages. Il y a eu une frustration de l'ego, etc. Mais tu étais quand même sur une trajectoire où plutôt, plutôt auréolé de succès, tu vois, où tu avais monté un programme qui marchait. C'est juste qu'en fait, il y a quand même eu de la frustration. Tu n'étais pas dans une situation, dans un placard. Enfin, je veux dire, dans d'autres boîtes, il y a des gens qui ont un manager terrible, ils sont dans un placard. Mais différentes situations peuvent amener à une frustration. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre un espace, quoi qu'il arrive, à un moment donné. Euh, hmm, et toi, tu as utilisé cet espace pour passer à l'action. Et c'est là où, là, je pense que c'est ça la chose que peu de gens font, c'est trouver le levier symbolique. En l'occurrence, là, pour toi, c'était l'argent et t'engager aussi auprès de ton pote. Je trouve ça hyper intéressant, même sans l'argent, de s'engager auprès de quelqu'un pour passer à l'action. Et du coup depuis, tu as l'air d'avoir tellement cheminé que je suis curieux de la suite, quoi. Et moi, j'aimerais comprendre, du coup, comment tu as changé petit à petit de game ou de programme pour devenir coach. ouais. Ouais, donc ça c'est la partie. Donc ça c'est ma partie, on va dire très masculine de performance, de business et tout. Euh, mais j'ai aussi développé énormément et je passe beaucoup de temps, enfin seul en introspection et à gérer mes propres, à gérer mes émotions et à faire face à ce à quoi chaque personne fait face. Et du coup, j'ai toujours été intéressé par le développement personnel pour juste pour être mieux dans ma peau. Euh, et il y a eu des événements personnels qui ont été assez forts, qui sont intervenus vraiment au même moment, qui ont été enfin, une rupture, ma copine qui m'a, euh, comment on dit de toute façon, qui a rompu avec moi au moment où je quitte Amazon et que je me lance à mon compte. Et, euh, et le décès de ma mère, genre un mois plus tard. Et cette rupture et le décès de ma mère et le fait que je me lance à mon compte tout en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait le travail, tout ça, mais que de toute façon, il y avait tellement de choses externes euh, que tu pouvais avoir du succès dans une ère de ta vie, mais si le reste, les fondements sont pas solides, ça n'aura aucune valeur, quoi. Et que tu te sentiras jamais safe tant que tu n'arriveras pas à bien gérer tes émotions et que tu n'auras pas cette certitude que tu peux faire face à n'importe quoi qui peut t'arriver, quoi. Euh, et donc ces événements, mais pas que, hein, genre le fait que j'arrivais pas à faire des choses professionnellement parce que j'avais peur, m'ont fait investir énormément dans le développement personnel, parce que j'ai commencé à valoriser ça énormément, quoi. Je me suis dit, enfin, c'est tellement dur, une rupture amoureuse ou le décès d'un proche, c'est tellement dur à gérer, enfin, c'est pas tant que c'est dur, c'est tellement perturbant, ça fait bouger tous tes modèles de la réalité que tu dois vraiment trouver d'autres ressources, quoi. Et ce que tu fais dans le professionnel ne t'aidera jamais, quoi. Donc, c'est là où j'ai mis de la valeur là-dedans, quoi. Ok, ok, waouh. Et ça, c'était en. Là, on était toujours genre en 2019 ou 2020. C'est. Ouais, on est en 2019, Ah l'été ouais, 2019 a été assez chargé.
Ah ouais, ça fait Tout ça, beaucoup ça s'est de... passé en 3 mois. Ouais. Très touché par ce que tu partages, Alexis, en tout cas. Euh, c'est hyper dur, hyper personnel. Enfin, moi, je peux même pas imaginer. J'ai pas perdu ma mère, elle est là. Euh, ça a forcément eu une influence et ça a déclenché des choses. Ce qui me vient à l'esprit là, quand tu partages ça, c'est il y a toujours des événements joyeux ou tristes, douloureux dont on n'a pas le contrôle, qui peuvent arriver dans la sphère perso maintenant, demain, après-demain, on ne sait pas. Et je me demande toujours, c'est souvent des événements douloureux qui peuvent permettre de shifter, tu vois, de changer, de prendre du recul et d'un coup de dire ah mais qu'est-ce que je foutais là et je vais changer de trajectoire. Euh, Enfin, ma question c'est est-ce qu'il y a un moyen de créer de créer des changements de trajectoire ou des shifts sans est-ce qu'on doit attendre de vivre un événement tragique pour passer à l'action ou est-ce qu'il y a quand même moyen, même si ça enlèvera pas le fait de vivre des événements tragiques, on en vivra tous, est-ce qu'il y a quand même moyen de vivre des shifts ou des sauts, des changements de trajectoire sans, sans attendre ces événements-là? Parce que c'est quand même beaucoup de hasard, quoi. Ouais. Alors moi, personnellement, les événements tragiques n'ont pas changé ma trajectoire puisque j'avais déjà commencé ma trajectoire et je pense que si c'était arrivé et que j'avais pas changé ma trajectoire, j'aurais sûrement pas changé parce que j'aurais voulu de la stabilité. Du coup, j'aurais maintenu un pilier, que au moins le pilier carrière soit stable, donc j'aurais surtout pas changé de trajectoire. Dans mon histoire, il n'y a pas vraiment de moments difficiles, donc j'ai utilisé ce levier de l'argent. Ensuite, il y a plein de méthodes. D'abord, enfin, il faut commencer un dialogue avec soi-même en fait, euh, avec soi-même en réalisant qu'il y a deux personnes. Il y a une personne, enfin, il y a un mécanisme qui veut pas que tu changes, qui est le mécanisme de survie, le mécanisme de l'ego, qui a une utilité, hein, euh, qui est qui fait, c'est ton identité en fait, et qui a besoin de cohérence. Et ce mécanisme, du coup, avait beaucoup d'utilité quand on était des hommes des cavernes. Aujourd'hui, maintenant qu'on a maîtrisé l'environnement et qu'il y a beaucoup moins de dangers, il exagère un petit peu. Donc, il surévalue le risque dans toutes les choses. Et du coup, il faut vraiment commencer un dialogue avec soi-même, avec la partie qui a envie de grandir, qui est présente dans chacun de nous. Euh, la croissance, c'est ce qui nous anime tous. On est heureux quand on est en croissance. C'est ce qui anime d'ailleurs tous les êtres vivants. Les plantes sont en croissance, enfin, tout est en croissance. Et quand tu stagnes, c'est la mort, quoi. Cette impression de stagner, c'est quand tu commences à perdre un peu ton âme et que tu t'endors, entre guillemets, tu es en autopilote et tu perds la conscience, tu te sens plus vivre, en fait. Du coup, il y a une partie de toi qui essaye de te sauver en te présentant des opportunités, en te donnant des suggestions, moi, j'aime bien utiliser l'idée de l'univers, qui est un univers qui te fournit exactement ce dont tu as besoin. C'est une histoire que j'aime bien me raconter et qui rend la vie de tous les jours assez amusante. Et du coup, quand tu vois ces choses de ce point de vue-là, tu saisis des petites choses. Tu te dis, voilà, aujourd'hui, t'as 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 mis ce podcast et t'as écouté ce podcast, tu vois, et t'as entendu ce mec parler de cette chose, il y a quelque chose qui t'inspire, c'est pas un hasard, quoi, que tu écoutes ça, quoi. C'est pas quelque chose qui existe indépendamment de toi, quoi. C'est là pour toi. Je suis en train de parler à toi. Euh, c'est toi qui es en train de vivre cette expérience et tout ce qui t'arrive a un but, quoi. Et du coup, c'est réussir au lieu d'attendre le changement. La vie va te faire changer de toute façon, tu vois. Effectivement, mais quand elle te fait changer, c'est très douloureux, quoi. Quand t'attends d'avoir un cancer pour changer ton alimentation, ça fait mal. Euh, Quand t'attends de te faire larguer pour prendre ton couple au sérieux, ça fait très mal.
Et quand tu attends le décès de ta mère pour te réconcilier avec elle et lui dire je t'aime, ça fait aussi un peu plus mal que si, que si tu avais saisi les autres perches plus douces. Donc la vie te propose des perches beaucoup plus douces où tu peux prendre ton temps pour changer, évoluer. Mais si tu les saisis pas et que tu te maintiens et que tu fais que écouter cette partie de toi qui veut conserver l'existant, euh, eh ben à un moment elle va t'envoyer un cadeau en fait, mais qui aura la forme très dure d'une grosse baffe dans ta gueule, qui est t'es viré, euh, tes parents décèdent, ta copine te largue, et ça ce sera salvateur, mais effectivement on n'est pas obligé d'attendre ça quoi. Hmm. Et ok. Et avec du recul, est-ce que tu aurais un conseil pour justement saisir les perches plus douces avant, quoi? Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres effets de, est-ce qu'il y a d'autres effets de levier qui peuvent exister pour, par exemple, si on parle de changer son alimentation pour éviter le cancer, comment, enfin, on sait tous, ou enfin, ça peut être fumé, ça, on sait tous on peut avoir des, des habitudes qui sont néfastes à 50 ans, tu vois. Mais le problème, c'est qu'elles sont néfastes dans plein d'années et pas du tout à court terme. Enfin, en tout cas, ça se voit pas à court terme. Et du coup, c'est très très dur de passer à l'action. Est-ce que tu connais d'autres effets de levier qui peuvent permettre de se dire, attends, en fait, là, j'ai une perche et même si elle n'est pas douloureuse, suffisamment douloureuse pour me forcer à passer à l'action, je vais quand même le faire, quoi. Ouais. Euh, mais déjà c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu fumes. Donc il y a un gros effet de levier qui est changer les gens que tu fréquentes. Euh, donc là, ça paraît très provoquant, mais entre guillemets, plutôt changer les gens qui t'influencent. Donc tu peux continuer à aimer tes amis existants, aimer ta famille, donc tu les aimes, mais tu vas choisir qui va t'influencer, d'où viennent tes standards, quoi. Euh, et ça peut être, ça peut avoir beaucoup d'impact. Euh, Ensuite, donc avoir une réflexion, tu poses sur papier qui est-ce que tu fréquentes le plus et tu te rends compte que tu es le résultat enfin tes standards sont le résultat de tous les gens que tu fréquentes. Donc changer les gens que tu fréquentes, c'est ce qui va avoir le plus gros impact. Et c'est assez doux entre guillemets parce que tu n'es pas obligé de rejeter les gens, juste tu vas rencontrer d'autres personnes, par exemple en faisant. Donc ça c'est un levier. Après tu as des leviers de visualisation que, enfin moi je fais, mais c'est peut-être un peu plus avancé, perché, où tu te mets dans un état méditatif et tu pars dans cette direction. Donc, par exemple, récemment, enfin, je suis en train encore d'appuyer cette décision, mais je pense à arrêter l'alcool. Et, et si tu prends la décision juste comme ça, arrêter l'alcool, j'ai pas de problème d'alcool en plus, ça paraît, tu vois, je vois pas trop de, enfin, tu fais une évaluation avantage inconvénient, il n'y en a pas tant que ça, tu vois, comme ça, si je pense pas. Mais si tu commences à poser l'effet sur 50 ans, tu vois, d'arrêter l'alcool versus en boire, l'effet que ça a sur toutes les occasions où tu vas prendre le volant à la place de quelqu'un qui aura un peu plus bu, enfin, en termes de danger sur la route, en termes d'effet sur ton corps, en termes d'énergie que tu vas avoir, et du coup, toutes les choses que tu vas faire en plus parce que tu as plus d'énergie, tous les jours où tu vas travailler en plus parce que tu n'auras pas la gueule de bois, toutes les engueulades que tu vas pas avoir parce que tu n'as pas mal à la tête, plus l'effet exponentiel qui est tu vas inspirer des gens, il y a des gens qui vont peut-être considérer le faire et du coup ça va avoir le même effet de leur côté et tu commences à mettre un chiffre à côté de ça, ok, combien ça vaut ça, et là ça se compte en millions quoi, tu peux avoir vraiment un impact et du coup, faire ce travail de visualisation de, OK, ça va être quoi l'impact de cette micro-décision sur ma trajectoire de vie, changer d'un degré, bah souvent, c'est énorme, quoi. Ce que tu dis, c'est que tu vas te projeter, visualiser et essayer de ressentir toutes les conséquences que ça peut avoir, autant en bien que potentiellement en mal. Et en augmentant ça,
en augmentant ça, genre là, si j'arrête pas l'alcool, si l'effet composé de ne pas arrêter l'alcool peut amener à des engueulades, des accidents, des coups en plus, et que tu augmentes ça en étirant ça sur 50 ans, ça t'amène à ressentir la douleur ou les conséquences douloureuses que ça peut avoir. Et là, ça devient assez intéressant pour se dire, ok, en fait, ça vaut pas le coup, quoi. Ouais. Mais ok, ok, ok. Et réaliser que c'est vraiment, entre guillemets, donc si j'évalue ça à, ok, je vais gagner 50 millions, enfin, ou ça vaut 50 millions, si je prends cette décision, c'est vraiment la décision, quoi, qui fait ça. Et du coup, t'as un effet de waouh, genre, c'est énorme, quoi. Euh, voilà. Ouais, tu chiffres le gain. Et là, bah, ça fait bien le lien avec changer les gens qui t'influencent aussi et que tu fréquentes. Parce que si tu fréquentes que des gens qui, à chaque fois qu'ils se voient, picolent, moi, je trouve que c'est hyper dur socialement d'être le seul à pas prendre une bière, quoi. Surtout en habitant à Lille. Ouais, effectivement. Effectivement, et c'est là où tu réfléchis à, ouais, à l'impact positif que ça va avoir sur les gens. Ok, c'est un petit moment difficile où tu te fais chambrer et tout, mais bon, enfin, franchement, finalement, pas tant que ça, tu vois. Enfin, quand t'es entouré de gens qui t'aiment et qui comprennent ton parcours, enfin, personne vraiment te chambre. Et après, peut-être que eux, ils vont se dire, ok, peut-être que j'ai pas besoin de prendre 3 pintes, tu vois, je vais en prendre 2. Généralement, quand tu fais un verre avec, quand tu prends un verre avec quelqu'un, et qu'il y en a un qui prend pas d'alcool, l'autre suit, tu vois. Et tu passes un bon moment et la personne se rend compte qu'elle a passé un bon moment sans boire d'alcool, et du coup elle a moins mal à la tête le lendemain, du coup elle est là, c'était cool. Alexis, est-ce que tu aurais. On va arriver à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil, une reco, un livre pour ceux qui nous écoutent? Ouais, j'aimerais bien, enfin, quand on parle de développement personnel, de croissance, tout ça, j'aime bien toujours terminer par se rappeler que, donc ça c'est l'énergie très, encore une fois, si je prends l'énergie masculine, féminine, très, très, très masculine d'aller vers l'avant, se recentrer sur le fait, sur l'idée principale qui est qu'on est très bien comme on est en fait, et que toute cette discussion ne doit avoir lieu que si tu as compris ça déjà, quoi. Cette idée de gratitude, cette idée de fait que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu as fait exactement les choix que tu devais faire, tu as vécu exactement les expériences que tu devais vivre, et toutes ces expériences vont prendre du sens plus tard, même si tu as l'impression que ça fait 4 ans que tu veux prendre cette décision et que tu n'es pas passé à l'action. C'était nécessaire, quoi. C'était vraiment nécessaire ces 4 années. Et du coup, c'est vraiment revenir à ça, revenir au fait que ce podcast, tout ce qu'on a dit, c'est pas une injonction pour se bouger, pour changer, pour devenir plus fort. C'est une discussion qui doit avoir lieu quand tu as compris que tout ce que tu allais avoir n'allait pas te rendre plus heureux, que c'est vraiment c'est ce que tu vas devenir qui va te rendre heureux. Et du coup revenir à la gratitude de ce que tu as, à que tu as déjà un très bon job, même si tu es insatisfait, faire cet exercice de voir quelles sont toutes les belles choses dans ton job. Et je pense que le changement doit vraiment partir de cette base saine de la gratitude de ce qu'on a, de l'intégration totale de notre passé, jusqu'au moment où tu es là, ok, tout s'est passé comme prévu, je suis je suis exactement comme je devrais être, personne ne doit me dire comment je devrais être. Et maintenant que je suis satisfait, il se trouve que je suis dans ce monde où il y a plein de choses à faire, je peux m'amuser, c'est un grand jeu, et du coup, je peux passer à l'étape suivante, je peux faire autre chose. On n'a pas besoin d'être insatisfait et de se fouetter en disant que j'ai pas assez fait de choses pour pouvoir bouger, quoi. Euh, pour valider un niveau, entre guillemets, il faut avoir de la gratitude pour ce niveau. Tout comme je suis revenu et je me dis, ok, j'ai énormément de gratitude pour mon expérience chez Amazon, genre énormément. Euh, et j'ai décidé de vivre autre chose. Mais voilà, on n'a pas besoin de renier son passé, de se dire qu'on est nul. Sinon, tu es dans cette quête infinie, comme tu as dit au début, qui n'aboutit jamais, puisque il y aura toujours une étape d'après, quoi. Hmm.
réintégrer son passé et l'aimer avant de passer, avant de pouvoir aller vers le futur. Euh, Trop cool. Ouais. Merci beaucoup, Alexis. Comment les gens qui nous écoutent, qui veulent te contacter, font pour te trouver et t'envoyer des mots d'amour? Ils peuvent m'ajouter sur LinkedIn, Alexis Gouraud. Je dois être non, je suis peut-être pas le seul, mais je pense qu'ils me trouveront. Super. Voilà, tout simplement. Je suis Ok, accessible, je réponds quand j'ai le temps de répondre et avec plaisir. top. LinkedIn est un outil formidable. T'as de la chance si t'es le seul. Moi, Mathieu Bernard, on est 150 000. Je dois me battre pour émerger, tu vois. Ouais. Chacun chacun ses petits combats. Ouais. Trop cool. Merci beaucoup, Alexis. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci à toi, merci pour les questions très riches et de me faire réfléchir sur ça. C'est aussi une super expérience pour moi. Donc, merci et merci de m'offrir l'opportunité de partager, de contribuer. Ça remplit un besoin qu'on a tous. Donc, merci d'ouvrir ce cadre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu@inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.